Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Place au sommaire. Dans la commune de Lantsele, dans le site CNPP, les sinistrés de la pluie du 4 au 5 avril à Kinshasa vivent dans des conditions non hygiéniques, les exposant à plusieurs maladies. Ils tirent la sonnette d'alarme aux autorités. Et puis, la première ministre Judith Suminwa a reçu ce lundi dans son cabinet le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la RDC afin de discuter des questions sur l'insécurité à l'est de la RDC. À l'international, plusieurs accords ont été signés entre l'Agence de promotion des investissements agricoles, la Caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale ainsi que l'Agence technique terrestre en vue de développer davantage le système des avantages accordés aux investisseurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Commençons avec cette information annoncée en titre. Des milliers de sinistrés de la pluie du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa vivent toujours dans des conditions précaires. Les risques sanitaires augmentent et l'attente d'une relocalisation devient insoutenable. C'est le cas du site CNPP dans la commune de Lantsele où ces infortunés et les habitants du quartier lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes car le quartier est infesté des excréments humains. Les eaux de douche sortant du site des sinistrés les exposant à plusieurs épidémies, notamment celle du choléra qui frappe actuellement la capitale. Des habits étalés à même le sol, de la cuisine improvisée en plein air, certains faisant la sieste sous le soleil, des enfants jouant incessamment un peu partout pendant que d'autres s'activent sans relâche pour trouver de l'eau. Certains se sont même lancés dans des activités tentant de gagner un peu leur vie comme s'ils avaient perdu tout espoir. C'est dans ces conditions précaires que vivent contre leur gré les sinistrés de grandes inondations qui ont eu lieu le 5 avril 2025 dans les districts de la Tchangou dans l'est de Kinshasa. Pendant que la capitale est frappée par des cas de choléra et que les autorités sanitaires exhortent la population à adopter des mesures d'hygiène strictes, ces sinistrés sont mis dans des conditions qui les exposent en permanence. Il y a protocole ou bien sanitaire, nous a exposé la maladie. Yo moko moni esika tozo solo na yo yo moni salité ndenge ezali. Toza exposé la maladie. Toka chef de l'État akanisela biso tolungwa esika parce que toza exposé la maladie tokokufa. Toza bien te. Salité eleki makasi. Toilette ya malonga ezate. Na ba douche ya malonga ezate. Ndenga moko naza mukusa na nzoto eleki. Naza bien te. Les habitants du quartier en ont marre et lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Nzela oyo ezalaki boete mama na ngai. Nzela nyonso ndenge ozomona ba salité nyonso eza ba sinistré oyo ba tia CNPP kuna. Donc bango bayebi ko gérer nini te maya masuba maya banie yango ezokita na matiti bazobwaka na désordre yango nzela komi boye. Donc bazo ko exposer biso na ba maladie ya ndenge na ndenge tozokoka lisusu te. Mais bana batie biso bata CNPP mai ko bana dira sa pata CNPP tina sekuna tozobika na kati ya solo tozana bana biso moko na ba mikolo okoleka na ntongo bolie eloko te basolo oyo ntango ozokobenda yango maladi balukela bango solution biso mpe atopema na kimia. Une solution rapide sauvera des vies et évitera les pires. Ces familles continuent toujours de vivre dans l'espoir de quitter cet endroit le plus vite possible, selon la promesse qui leur a été faite par le président de la République, Félix Tshisekedi. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à un autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité.
Et pour approfondir davantage à ce sujet, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de José Junior Owawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà, José Junior Owawa, on vient là de suivre un reportage de Rachel Missinga sur la situation de sinistrés dans le site CNPP dans la commune de Lantsele. Plus de 3 mois après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce que c'est la dernière pluie qui s'est abattue du 4 au 5 avril dans la capitale. Mais qu'est-ce qui explique que cette situation puisse persister? Vous avez, merci beaucoup madame, vous avez raison de vous poser également cette question. C'est la question que la plupart se posent justement, particulièrement les sinistrés. Vous savez que c'est une situation qui perdure depuis le 5 avril. Vous vous souvenez encore, moi personnellement, j'avais été bloqué à Kinkole. J'ai fait 3 jours là-bas sans pouvoir traverser pour arriver au centre-ville, justement parce que il y avait cette situation-là. Il y a pas 2 jours, vous avez pu diffuser, il y a 2 semaines, vous avez diffusé un reportage, c'est vous qui avez présenté le journal, où on montrait, j'étais moi-même personnellement dans un quartier qu'on appelle Danou à Limité, pour constater la situation de ces gens-là. Vous vous souvenez encore que déjà, au lendemain, déjà dans la foulée de ces inondations, le gouvernement parlait de près d'une centaine de morts déjà, avec beaucoup de dégâts matériels. Et finalement, 3 mois après, malgré toutes les promesses qui avaient été faites par les autorités, notamment celle de la ville de Kinshasa, pas grand-chose n'est fait. Vous trouvez dans des quartiers comme Salongo, vous trouvez dans les quartiers longeant la rivière Njili, vous allez trouver effectivement qu'il y a des quartiers sinistrés aujourd'hui. Quand vous allez, que j'étais à Danou il n'y a pas longtemps pour tourner ce reportage, vous avez pu remarquer effectivement qu'il y avait des populations qui occupaient des quartiers entiers qui sont partis carrément. Alors, dans ces lots de sinistrés que vous voyez là-bas, ils viennent principalement de cette partie de la ville, la partie de la rivière Njili. Vous trouvez, il avait été logé à un moment dans un abri précaire, par exemple, au stade de Tata Raphaël, et ils sont partis. Et finalement, bon, comme c'était un site sensible avec les activités sportives, on les a envoyé une partie là-bas à CNPP, et une partie est revenue finalement réoccuper ces habitations parce que il y a eu ces délaissements-là. On a tenté plusieurs fois de voir avec les autorités de la ville, notamment pour comprendre ce qui se passe. Souvent, la réponse ne vient pas. Souvent, on ne décroche pas les téléphones par les responsables, ceux qui sont chargés justement de gérer cette situation. Alors que, selon la météo, l'agence météorologique de la RDC, la Mételsat, indique qu'en novembre prochain, ça sera pire que ce qui s'est passé au mois d'avril. Donc, c'est une situation qu'il fallait prendre à bras le corps. Et on dit, quand j'ai suivi tout les comptes rendus du gouvernement, on dit que les commissions continuent à travailler. Les commissions continuent à travailler et bien sûr, il faut penser au bureau pour exécuter sur le terrain, mais ça faisait quand même 3 mois et il fallait profiter de cette étape ici, cette période, de cette trêve ici pour justement prendre les mesures qu'il faut pour voir comment ça puisse fonctionner. J'ai été vendredi dernier à la commune de Limité avec les habitants de Kingabo, une partie de Nanou, qui sont allés voir justement les bourgmestres de la commune de Limité pour déposer un mémorandum. Qu'est-ce que j'apprends dans ce document remis à l'autorité urbaine, l'autorité municipale, est que déjà en 2019, le chef de l'État lui-même est allé, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu les premières inondations, le chef de l'État était allé lui-même pour justement promettre une intervention urgente et efficace pour mettre fin à cette situation. Effectivement, après son départ, le gouverneur de la ville, Jadini Gobila, a fait les déplacements du quartier, de tous les quartiers longeants, et lançant même les travaux. Une deuxième visite avait été organisée pour lancer justement les travaux de construction d'une digue qui serait surplombée par une voie asphaltée qui devait loger jusqu'à la 15e rue pour essayer un peu. Malheureusement, et quand je me suis rendu il y a quelques semaines pour tourner le reportage dont j'ai tenté de parler tout à l'heure, vous trouvez que même le lit, là où c'était retenu par la digue traditionnelle que les populations ont construit, et l'entreprise qui était chargée, je ne fais pas la mauvaise publicité à cette entreprise, et pour ne pas citer son nom, l'entreprise a délaissé finalement. Quand il y a eu inondation, l'entreprise est partie avec le matériel, mais le peu qui était resté a été carrément pillé. Et c'est dans cette situation-là que vous trouvez des populations, des familles entières qui ne savent pas à quel sens se vouer. Vous avez posé la question, c'est qu'est-ce qui explique la situation? C'est justement ce manque de coordination ou soit la lenteur dans l'exécution de ce qui est pensé au bureau justement aujourd'hui.
Voilà, merci à vous, José Junior Owawa, pour ces éclaircissements à ce sujet. Je pense qu'on y reviendra très prochainement afin d'approfondir davantage ce sujet. Poursuivons avec l'actualité. Le choléra continue de progresser en RDC avec une hausse préoccupante des cas et décès cette semaine. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a présidé la réunion hebdomadaire d'évaluation de la situation épidémiologique de la semaine 20. Centré sur les deux principales épidémies en cours, le choléra et la variole du singe. Dans mon mat. L'épidémie de choléra poursuit son ascension en République démocratique du Congo. Le nombre de cas a presque doublé la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. La province de la Chopo reste la plus touchée, mais la capitale, Kinshasa, n'est pas épargnée par cette accélération inquiétante de la maladie. On a noté une augmentation de cas parce que la semaine 27, 2085 cas ont été notifiés comparativement à 1757 cas au cours de la semaine 26. Et nous avons toujours la province de la Chopo qui est toujours en tête de notification avec presque près de la moitié de cas, suivi du Sud Kivu et de Kinshasa. Et au niveau de Kinshasa, où l'épidémie progresse, on est à 27 zones qui sont touchées. Et la létalité au niveau du pays, c'est autour de 4%. Et ce qui est vraiment largement supérieur au-dessus des normes recommandées. La riposte s'organise. Un plan national de lutte multisectorielle estimé à 17 millions de dollars américains a été présenté au niveau de la primature. En parallèle, une demande est en cours de formulation pour doter Kinshasa des vaccins contre le choléra dans un délai de 24 heures. L'Institut national de santé publique a élaboré un plan de riposte qui s'élève autour de 17 millions. Et ce plan a été présenté au niveau de la primature qui a organisé le week-end dernier session de travail avec toutes les parties prenantes, les autres ministères, pour harmonisation et pouvoir sortir une feuille de route autour de laquelle il y aura le financement du gouvernement. Et les quantités de vaccins qui sont au niveau du pays pour l'instant sont déjà dans les autres provinces. Et il y a des gros besoins pour la ville-province de Kinshasa et pour laquelle on doit, au plus tard demain, soumettre la requête du pays au niveau de l'ICG pour obtenir des vaccins. La ville-province connaît également un regain des cas d'impox. Toutefois, à l'échelle nationale, la tendance est plutôt à la baisse depuis quelques semaines. On a noté à la semaine 27 une augmentation de cas comparativement à la semaine 26. Nous sommes à 519 cas contre 313 cas à la semaine 26. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tendance générale au niveau du pays, c'est que c'est une tendance à la baisse qui continue et qui se manifeste aussi par la diminution toujours continue du taux d'occupation de lits sur l'ensemble du pays. Face à cette double menace sanitaire, les autorités tentent de gagner la course contre la montre pour éviter une crise majeure à Kinshasa. À Lubumbashi, la police annonce l'intensification de la traque contre les bandits urbains. 9 présumés voleurs de vitres ont été présentés ce lundi au commissaire provincial qui promet des opérations ciblées pour restaurer la sécurité dans la ville du Prifère à Jijinende. Ils sont 9. 9 présumés voleurs arrêtés pour avoir brisé des vitres de voitures dans le but d'y voler des effets personnels. Présenté lors de la traditionnelle mi-parade du début de la semaine devant le commissaire provincial, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, ces suspects sont soupçonnés d'avoir opéré dans plusieurs quartiers de la ville. Ce sont les mêmes opérations qu'ils font. Ils cassent, volent et les téléphones aussi. La 4e bande, c'est la bande qui opère au quartier Penga Penga. Et
Et ces gens ici, quand ils entrent à votre domicile, ils emportent tout et vous n'êtes même pas informé. Vous serez donc dans un sommeil très profond et ils prennent tout. Ce sont des bandes très dangereuses. Le chef de la police provinciale a profité de l'occasion pour annoncer l'intensification de plusieurs opérations de sécurisation, ciblant prioritairement les auteurs de braquages, d'agressions contre les cambistes, mais aussi de vols de véhicules. Le commissaire divisionnaire a également exhorté ces éléments à plus de rigueur et de discipline pour rétablir l'ordre dans la ville cuprifère. La consolidation d'une paix durable dans l'Est de la RDC demeure une priorité majeure pour le gouvernement, conformément aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce cadre, la première ministre Judith Suminwa a reçu ce lundi dans son cabinet le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la RDC, conduit par deux anciennes chefs d'État, Saleh Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine. Domomat. Au terme de leur rencontre avec la première ministre Judith Suminwa, les anciennes présidentes de la Centrafrique et de l'Éthiopie, aujourd'hui médiatrices de l'Union africaine, ont salué les efforts du gouvernement congolais pour le retour de la paix dans l'Est. Dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Elles ont notamment salué l'accord de Washington du 27 juin comme une étape cruciale vers une sortie des crises durables, tout en réaffirmant leur optimisme quant aux pourparlers en cours à Doha. Nous saluons la signature de cet accord de paix qui est très important et qui permet donc d'enclencher le processus de paix. Nous pensons que ça évolue dans le bon sens et j'espère que ça aboutira à une solution qui permettra au reste de fonctionner. Parce que quoi que l'on signe n'importe où, c'est la mise en œuvre, c'est l'application dans le pays. Et je suis convaincue qu'en fin de compte, l'Union africaine aura le plus grand rôle à jouer dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre. Les deux figures ont également salué la promotion du leadership féminin en RDC, incarnée par la première ministre, première femme à diriger l'exécutif congolais. Pour rappel, le panel des facilitateurs de la médiation africaine a pour mission de soutenir le dialogue, renforcer la paix et favoriser la réconciliation dans les zones touchées par le conflit. Dans l'attente d'un accord économico-sécuritaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, Kinshasa et Washington scellent une sorte d'accord spirituel pour la paix en RDC. Des pasteurs venus des États-Unis et proches de la Maison-Blanche et leurs homologues congolais ont organisé une séance de prière en faveur de la paix en RDC. Cette initiative marque le début d'une série d'actions basées sur la foi en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Patience Lokeke. Pour ces hommes de Dieu, au-delà des préoccupations sociales, la persistance de l'insécurité peut trouver des réponses divines. Une dimension spirituelle de la crise sécuritaire en RDC à travers de prières ferventes en faveur de l'Est du pays, ravagé depuis des années par des conflits armés, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Entre diplomatie et spiritualité, la quête de la paix est une lutte sur plusieurs dimensions. Une diplomatie de foi doublée d'un message d'espoir et de restauration pour la nation congolaise. Les pasteurs réunis ont insisté sur l'importance de l'unité entre les églises et des soutiens spirituels au processus de réconciliation nationale. Parmi les figures notables ayant répondu à l'invitation, la ministre congolaise des Droits humains, Chantal Chambou Mwavita, a pris part activement à cette célébration.
L'objectif de cette unité de foi est d'implorer le Très-Haut pour amener les cœurs à désirer la paix et à faire taire les armes pour sauver des millions de Congolais affectés par les conflits armés. L'alliance spirituelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique entend s'installer dans la durée pour le bonheur du peuple et des dieux. Et les médias en RDC doivent faire appel à leur sens de responsabilité et à ne pas offrir leur plateforme aux messages ennemis. C'est l'appel du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé cette exhortation à l'occasion du colloque international sur la diplomatie et les enjeux du monde actuel. Patrick Ilunga pour le commentaire. Organisé par le collège Hautes études de stratégie et de défense, CHESD, le colloque diplomatique s'est penché notamment sur le rôle des médias congolais dans le contexte de la crise actuelle dans une partie orientale de la RDC. Pour le ministre de Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe, les médias ont un rôle à jouer dans la construction de la paix. La RDC, c'est le pays qui compte le plus grand nombre des médias. C'est les seuls pays dans la sous-région qui a cette pluralité d'opinions qui est constante. Les médias jouent effectivement leur rôle, même si on doit dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans un contexte où ce n'est plus seulement les médias qui servent de canaux de communication. Nous avons les réseaux sociaux et tous ceux qui y apparaissent, et parfois avec des identités masquées qui servent la cause de l'ennemi. Mais c'est pour ça que nous avons fait un plaidoyer sur la responsabilité de ceux qui sont les acteurs dans ces différents médias, de ce qui est diffusé, parce que nous devons faire attention de ne pas offrir nos plateformes médiatiques pour le passage du discours de l'ennemi. Et c'est en l'occurrence, parfois, malheureusement, c'est que nous voyons. Donc il y a un besoin pour les uns et les autres de continuer à être vigilants sur ce que nous diffusons. Dans un contexte d'une pluralité médiatique et d'opinion, le ministre de Communication insiste sur la vigilance et les valeurs à cultiver pour éviter les manipulations, car tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas forcément fiable ni bénéfique pour l'avenir des Congolais et surtout pour l'intégrité du pays, a-t-il dit. Il convient de rappeler que plusieurs autres panélistes étaient présents dans ce grand auditoire du CHESD, notamment Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et professeur à l'université de Kinshasa. Également présent le professeur Martin Ziakiaou de l'UNISIC ex-IFASIC et Éric Chikouma, député national et membre de la commission économie et financière de l'Assemblée nationale. Kinshasa et ses prédicateurs ambulants, c'est un phénomène en expansion dans la capitale congolaise. Les prédications des rues sont souvent vibrantes et passionnées, divisent l'opinion publique à Kinshasa. Si certains y voient une source d'inspiration spirituelle, d'autres dénoncent des pratiques commerciales qui altèrent le message religieux entre foi sincère et quête de profit. Cette réalité soulève des interrogations sur la nature même de la spiritualité de la capitale congolaise. Jigenende. À Kinshasa, la pratique des prédications de rue suscite de vives réactions au sein de la population. De nombreux habitants se plaignent de ces rassemblements religieux qui, selon eux, se transforment en véritables spectacles commerciaux. À la fin de chaque prédication, il n'est pas rare que les prédicateurs demandent de l'argent, ce qui soulève des interrogations sur l'authenticité de leur message spirituel. Les Kinois s'interrogent. Ces hommes de foi prêchent-ils véritablement ou cherchent-ils avant tout à remplir leurs poches? Tellement impunité les qui m'a cassé tout le monde ça monter manendengeni qui passer les arabes étaient oyo comme escroquerie c'est-à-dire au na suka misu ba komo bamba lokola ekoma ba mikocha so ekoma ba ONG tout ça ONG mobola ko sala ONG za ba sala ngo za batambo pona passer ba te ya keza mabete liloba nzambe ba yoka ngo partout place to zalo ko ka liloba nzambe et liloba nzambe na façon comme komona il est comme lokola commerce côté Kaliloba Nzambe mais ça pour na bongoté. Pour mieux comprendre cette dynamique, Moïse Lokosa, prédicateur, nous explique quelques points essentiels à savoir sur l'évangile et l'évangélisation.
Donc l'évangile, elle est complètement gratuite. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais l'évangélisation, faire l'évangélisation, ça coûte. Ça, je vais en parler dans le dernier point encore. Deuxième point, c'est qu'il faudrait savoir qu'il est biblique et il nous est recommandé par la Bible de donner à celui qui nous enseigne. Galates 6:6. Du point de vue légal, la situation est également complexe. Précieux Dioka, juriste, souligne que la liberté de culte est garantie par la Constitution, mais cela ne signifie pas que tout est permis. Pour répondre à cette question, nous allons interroger l'article 1 de la Constitution et l'article 22 de la Constitution. L'article 1 de la Constitution consacre la laïcité de l'État, c'est-à-dire la neutralité de l'État face à la religion. Et l'article 22 nous dit que toute personne est libre de manifester sa religion en public ou en privé, par des paroles notamment. Cette liberté a des limites. La liberté de manifester sa religion en public se fait sur la limite de la loi, la limite des bonnes mœurs, la limite de l'ordre public et la limite des droits d'autrui. Les prédications de rue à Kinshasa illustrent un phénomène où foi et commerce semblent parfois s'entremêler. Les plaintes des Kinois mettent en lumière une problématique sociétale plus large où la spiritualité doit être préservée face à des pratiques qui pourraient la dénaturer. Et plus que quelques jours avant que Kinshasa accueille la toute première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, un événement qui promet non seulement du spectacle, mais aussi une valorisation inédite de l'image de la RDC. Rosie Chiu. Quand les sons et les danses de différentes cultures. L'organisation de ces festivals mondiaux de la musique et du tourisme à Kinshasa marque un tournant décisif pour la République démocratique du Congo, souvent présentée sous le prisme de l'instabilité et des crises. Plus que 2 jours avant que Kinshasa accueille la toute première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Un événement qui promet non seulement du spectacle, mais aussi une valorisation inédite de l'image de la RDC. Pour une première dans l'histoire, la scène internationale tournera son regard vers le Congo pour ce qu'il a de plus riche, sa musique et ses potentialités touristiques. Cet événement est prévu sur 3 sites emblématiques de la capitale, notamment le Centre culturel d'art d'Afrique centrale, l'esplanade du Palais du Peuple et l'échangeur des Limétés. Cet événement annonce déjà un rendez-vous grandiose. L'objectif reste clair et précis. Montrer que la RDC est capable d'organiser un événement de grande envergure avec une logistique maîtrisée, une programmation diversifiée, et un accueil digne de son hospitalité légendaire. La présence d'artistes congolais des renom comme Fally Ipupa, Inosbi, Werason et bien d'autres montre que ce festival est aussi un moment de reconnaissance du talent local. En parallèle, la participation d'artistes venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, des Antilles et des Caraïbes confère à l'événement un cachet universel. Mais au-delà d'être un spectacle, ce festival est un message fort qui dit au monde que la RDC est bien plus qu'un pays minier ou une zone de conflit, mais c'est aussi une destination culturelle, touristique et festive. Et si ces rendez-vous est bien capitalisé, il pourrait ouvrir une nouvelle ère pour le tourisme congolais. En sport, Dieu merci, Mbokani prend officiellement sa retraite du football. L'attaquant congolais a connu une carrière remarquable, évoluant dans des grands clubs tels que le TP Mazembe, Anderlecht, le Standard de Liège, Monaco, Wolfsburg, le Dynamo Kiev et d'autres clubs, avec notamment 22 buts en 49 sélections avec la sélection nationale, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire des Léopards. Retour sur son parcours avec cet élément de Blaise Couzola. C'est une page qui se tourne pour le football congolais et africain. À 39 ans, Dieu merci, Mbokani a officiellement mis un terme à une carrière professionnelle longue de plus de 25 ans, marquée par des exploits, des buts décisifs et une longévité rare pour un attaquant africain évoluant au plus haut niveau. Né le 22 novembre 1985 à Kinshasa, les Léopards a su imposer son nom sur le pelouse d'Afrique et d'Europe grâce à un sens du but clinique et une présence physique qui ont longtemps fait trembler les défenses adverses.
Formé à l'ES Jadingeliema, passé également par New Bellor SC, Mbokani rejoint très tôt l'Europe où il s'est imposé rapidement après un bel épisode au TP Mazembe. À Anderlecht et au Standard de Liège, il devient l'un des attaquants le plus redoutés de la Jupiler Pro League, remportant la Coupe de Belgique et inscrivant but sur le couleur mauve puis rouge. Son talent l'amène ensuite à Monaco et Wolfsburg, des expériences mitigées mais qui confirment son attrait pour le grand championnat. Le Congolais rebondira avec succès au Dynamo Kiev où il remporte le championnat ukrainien et inscrit 2 buts importants en Ligue de Champions gravant son nom dans l'histoire du club. Passé aussi par l'Angleterre sous les couleurs de Norwich City et Hull City, Mbokani découvre la rudesse de la Premier League. Même loin de projecteurs, il continue de faire parler sa science de placement et sa hargne devant le but. Dans les dernières années de sa carrière, l'attaquant globetrotter a multiplié les destinations. Antwerp, Beveren, le club croatien Kouets SC, où il décroche un nouveau titre national et plus récemment le FC Noir en Arménie, où il boucle la boucle avec la même passion intacte avec plus de 200 buts en 470 matchs en club. Mais Dieu merci Mbokani, c'est aussi une page majeure de l'histoire de la République démocratique du Congo. Avec 22 buts en 49 sélections, il reste le meilleur buteur des Léopards. Son doublé mémorable lors de la CAN 2015 reste gravé dans le mémoire comme meilleur buteur. De la compétition avec 3 buts, il a contribué à porter la RDC sur le podium continental avec une médaille de bronze après un parcours héroïque. Champion en Ukraine, au Koweït, vainqueur de la Coupe de Belgique, meilleur buteur ex-aequo de la CAN 2015, le palmarès du Congolais, sans être clinquant, force le respect. À cela s'ajoutent ses nombreux titres de meilleur buteur en club et ses prestations européennes qui ont fait vibrer Anderlecht et les Dynamo Kiev dans le nuit de Ligue de Champions. Au-delà de chiffres, l'attaquant congolais laisse derrière lui l'image d'un joueur combatif, imprévisible et capable de se réinventer malgré les blessures, les critiques et les défis. À l'heure de raccrocher les crampons, l'héritage de Mbokani est immense. Il inspire le jeune talent congolais qui rêve de briller sur le plus grande scène. La saison de l'Iprobakin 2024-2025 s'est clôturée ce dimanche 13 juillet avec le sacre de BC Atari chez les dames et SCTP Onatra chez les messieurs. Chez les dames, BC Atari a battu Sensei en finale sur le score de 52-41 et chez les messieurs, SCTP Onatra s'est imposé sur le fil contre BC Terreur avec l'écart d'un petit point, à savoir 56-55. L'édition 2024-2025 du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a pris fin avec de nouveaux champions. Il s'agit de SCTP chez les messieurs et d'Atari chez les dames. En effet, les deux équipes viennent de mettre fin à 3 saisons de domination respectivement de Terreur et de CNSS qui ont trôné sans partage depuis tous ces temps. Mais la balle est du côté des dames avec ce premier titre historique de Atari 52-41 alors que l'équipe n'est partie pas favorite au coup d'envoi de cette partie. Cependant, l'équipe a entamé cette partie sachant que c'était la seule équipe à avoir battu CNSS lors de la journée. C'est exactement cette victoire qui a décomplexé l'équipe pour aller chercher ses titres et le droit légitime de représenter la ville de Kinshasa en tant que championne lors de la prochaine Coupe du Congo. Du côté de messieurs, tout comme d'aucuns s'y attendaient, le choc contre Terreur, le triple tenant du titre et SCTP a tenu toutes ses promesses. Le match ne s'est joué qu'à un petit point, 56-55, dans une ambiance mouvementée au complexe sportif du stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est une très belle victoire, bien évidemment au regard des circonstances et surtout de la grosse rivalité qu'il y a entre les deux équipes. Toutes les 4 équipes se donnent rendez-vous lors de la prochaine édition de la Coupe du Congo où elles vont tenter d'aller accrocher des places pour les compétitions africaines interclubs. Place à présent à la page internationale.
en vue de permettre aux agriculteurs de filière de l'agriculture et la pêche de bénéficier de sécurité sociale et prévoyance, de facilitation du transport agricole en vue de moderniser ces secteurs, des accords cadres visant à développer davantage le système des avantages accordés aux investisseurs dans le domaine de l'agriculture et la pêche ont été signés le 11 juillet entre l'Agence de promotion des investissements agricoles, la Caisse nationale de la retraite et la prévoyance sociale et l'Agence technique des transports terrestres. Ces accords cadres, selon l'exécutif, visent à renforcer les incitations économiques, fiscales, sociales et logistiques accordées aux porteurs de projets agricoles et de pêche. Dans une démarche visant à renforcer l'attractivité du secteur agricole et halieutique, deux institutions tunisiennes majeures ont officialisé le 13 juillet 2025 la signature d'accords cadres inédits. L'Agence des promotions des investissements agricoles, la Caisse nationale des retraites et des prévoyances sociales et l'Agence technique des transports terrestres ont uni leurs efforts pour développer les systèmes élargis d'avantages à destination des investisseurs du secteur primaire. Ces accords cadres, selon l'exécutif, visent à renforcer les incitations économiques, fiscales, sociales et logistiques accordées aux porteurs de projets agricoles et des pêches. Selon l'Agence des promotions des investissements agricoles, la création d'un environnement plus incitatif, sécurisé et structuré pour encourager l'investissement dans des filières souvent fragilisées par les aléas climatiques, de charges sociales ou encore des contraintes infrastructurelles s'avère nécessaire. Selon les chiffres officiels, l'agriculture seule représentait en 2024 environ 10% du PIB, avec la pêche souvent incluse dans ces chiffres. Ces accords s'inscrivent dans le cadre du projet national d'échange électronique des données entre les structures publiques ainsi que du programme de transformation numérique que l'Agence des promotions des investissements agricoles met en œuvre pour rapprocher les services et des opérateurs, selon la directrice générale de l'APIA, Iji Dogu. Une autre manière de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Domomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse, la première de la semaine. Dans sa parution du jour, Géopolis Hebdo s'interroge sur un possible refroidissement diplomatique entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le tri hebdomadaire revient sur la réouverture par Kampala des postes frontaliers d'Ishasha et Bunagana situés dans des zones actuellement contrôlés par les rebelles du M23. Kinshasa réclame des explications alors que Géopolis rappelle que ce n'est pas la première fois que l'Ouganda adopte une posture ambiguë vis-à-vis de son voisin. Le journal souligne notamment la présence en janvier 2025 des troupes ougandaises en Ituri sans notification préalable, ainsi que le soutien logistique documenté depuis Hoima vers le groupe armé opérant dans l'est du Congo. Congo Nouveau abonde dans le même sens, mais va plus loin dans sa critique, évoquant une agression tacite et continue de la part de Kampala, longtemps tolérée par Kinshasa. Le confrère cite un analyste selon lequel le gouvernement congolais ferme les yeux sur les bêtises de l'Ouganda pour ne pas ouvrir un deuxième front, préférant d'abord en finir avec le Rwanda. L'ouverture des postes frontaliers serait, selon Congo Nouveau, une façon pour Kampala de redonner un souffle économique au M23, qualifiant l'Ouganda d'agresseur silencieux. Le potentiel, quant à lui, délaisse les considérations diplomatiques pour se pencher sur la situation sécuritaire en Ituri. Il relaie le propos du porte-parole militaire, le lieutenant Jeune Gongo, qui dénonce une campagne de manipulation et d'endoctrinement de jeunes par des groupes armés. Le militaire appelle à la vigilance et invite la jeunesse à choisir le livre plutôt que les armes. Forum 2A se démarque en recentrant les débats sur l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Le journal invite à la prudence dans l'analyse de cet accord encore trop récent pour en tirer des conclusions définitives. Toutefois,
Il pointe une contradiction. C'est la RDC elle-même qui, à Washington, a fini par valider l'argument sécuritaire de Kigali en acceptant de prendre en charge la question des FDLR. Une posture qui, selon Forum des As, soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Pour améliorer l'impact de la communication publique au service de la population. Enfin, Chronique Éco aborde un sujet de la vie quotidienne qui touche des familles congolaises. La non-remise des bulletins scolaires à la fin de l'année 2024-2025. En cause, les retards de fournisseurs sélectionnés pour imprimer les documents. Le ministère de l'Éducation évoque des ajustements techniques tandis que des bulletins provisoires ont été distribués. Bonne nouvelle cependant, le gouvernement a réduit la facture de 43 à 13 millions de dollars américains pour ces marchés, réalisant ainsi un gain de 30 millions de dollars. Des économies significatives souligne le journal qui pourraient être réaffectées à d'autres priorités nationales. Voilà qui met un point final à cette revue de presse. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle édition. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal. Place au rappel des titres. Dans la commune de Lantsele, dans le site CNPP, les sinistrés de la pluie du 5 avril à Kinshasa vivent dans les conditions non hygiéniques, les exposant à plusieurs maladies. Ils tirent la sonnette d'alarme aux autorités. Et puis la première ministre Judith Souminois a reçu ce lundi dans son cabinet le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la RDC afin de discuter des questions sur l'insécurité à l'est de la RDC. Enfin, à l'international, plusieurs accords ont été signés en Tunisie entre l'Agence des promotions des investissements agricoles, la Caisse nationale de la retraite et la prévoyance sociale, ainsi que l'Agence technique terrestre, en vue de développer davantage le système des avantages accordés aux investisseurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et on se retrouve demain à la même heure. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions d'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.